Bonjour et bienvenue. On a toutes connu ces réunions d'équipe où un collègue expose un cas difficile, un problème qui semble insoluble. Et là, tout le monde y va de son petit conseil. Ah, fais ci, as-tu pensé à ça moi, à ta place, je ferais ça. Ça part d'une bonne intention, hein, mais souvent la personne repart avec plus de confusion qu'avant. Et surtout, elle repart toujours aussi seule face à son problème. C'est exactement ce modèle que l'approche qu'on va explorer aujourd'hui vient dynamiter. On se base sur les travaux d'un thérapeute familial, Moni El-Kaïm, pour repenser complètement ces groupes d'analyse de pratique. D'accord. L'idée de génie, c'est de se dire, et si le vrai sujet, ce n'était pas le cas raconté, mais ce qui se passe entre nous, ici et maintenant, quand on en parle. C'est une idée assez vertigineuse, en effet. Notre but aujourd'hui, c'est donc de voir comment ça marche concrètement, comment on passe du conseil pur et dur au partage de ce qu'on ressent et surtout à quoi ça sert. Alors, allons-y, explorons cette piste. Le point de départ, c'est de considérer le groupe non plus comme une addition d'individus, mais comme un système. Bon, dit comme ça sonne un peu jargon, un peu technique. Concrètement, ça veut dire quoi pour un groupe de professionnels qui discutent? En fait, ça change radicalement la perspective. Un système, ça veut dire que dès que la personne, le narrant, commence son récit, Mhm. tous les participants, y compris l'animateur, ne sont plus des spectateurs. Ils forment une seule entité vivante. D'accord. Ils sont immédiatement impactés, embarqués dans l'histoire. Ce n'est pas un auditoire passif qui écoute un exposé, c'est un ensemble qui entre en vibration avec le récit. Et cette vibration peut se manifester de manière très concrète, j'imagine. Par exemple, si le narrant décrit un sentiment d'impuissance totale face à une situation, et que, comme par hasard, un grand silence s'installe dans le groupe, que personne n'ose prendre la parole. Alors ce n'est justement pas un hasard. Dans cette optique, ce silence n'est pas un vide, un blanc gênant, c'est le système, le groupe entier qui est en train de revivre et d'incarner l'impuissance décrite. Ah oui. Le groupe ne parle plus du problème, il devient le problème l'espace d'un instant. C'est comme si l'émotion de l'histoire s'était échappée du récit pour contaminer l'atmosphère de la pièce. Ça me fait penser à ces dîners de famille où un sujet tendu est évoqué, et d'un coup, tout le monde se tait et regarde son assiette. Ce silence est incroyablement lourd, il en dit beaucoup plus que des mots. C'est exactement ça. On ne se demande plus pourquoi personne ne parle, mais plutôt quel aspect de la situation ce silence est-il en train de nous révéler. Voilà, l'inaction du groupe devient une information active précieuse. Le groupe fonctionne comme une caisse de résonance. Il amplifie ce qui est déjà présent, mais peut-être de manière non dite ou inconsciente, dans la situation d'origine. C'est une mise en scène involontaire, mais extrêmement éclairante. D'accord, le groupe est une caisse de résonance, mais j'ai encore un peu de mal à saisir le mécanisme exact. On parle souvent d'empathie, mais le concept ici semble plus profond, plus viscéral. C'est ça, l'idée de résonance? Oui, et c'est bien plus qu'une simple empathie cognitive. L'approche distingue deux niveaux, ce qui aide beaucoup à y voir clair. Le premier, c'est la résonance individuelle. Ça, c'est le plus facile à repérer. Un participant est touché personnellement parce que le cas fait écho à sa propre histoire, à une blessure ancienne ou à une situation professionnelle mal digérée. Le classique Ah, ton histoire me rappelle cette fois où. C'est ça. Ça part de soi, de son vécu. Ok, ça je vois bien. Mais il y a un deuxième niveau, plus subtil, la résonance groupale. Là, on ne parle plus d'un individu, mais de l'ambiance générale qui se dégage. C'est quelque chose qui semble flotter dans l'air et qui saisit tout le monde en même temps. Précisément. L'exemple souvent utilisé est celui de la colère étouffée. Imaginons un professionnel qui raconte une situation où il ne peut pas exprimer sa frustration face à sa hiérarchie. Il est obligé de tout garder pour lui. Mhm. Eh bien, il est très fréquent que, pendant son récit, une forme d'irritabilité ou d'agacement monte dans le groupe, sans raison apparente. Les gens vont se couper la parole, soupirer, montrer des signes d'impatience les uns envers les autres. Mais attendez, est-ce qu'on ne risque pas de surinterpréter? Parfois, les gens sont juste fatigués ou énervés par les bouchons du matin. Comment on fait la part des choses entre une résonance groupale et, tout simplement, une mauvaise journée collective? C'est une vraie question. C'est une excellente objection. Et c'est là que le rôle de l'animateur est clé, on y reviendra. Mais la différence est souvent dans l'intensité et la simultanéité du phénomène. Ce n'est pas juste une personne qui est de mauvaise humeur, c'est une tension palpable qui s'installe et qui semble directement liée au récit. D'accord. Dans une approche classique, on ignorerait cette tension. On la traiterait comme un bruit de fond, un parasite à la réflexion. Ici, c'est tout l'inverse.
Cette tension n'est pas un parasite, elle est l'information la plus importante du moment. Elle nous dit que le groupe est en train de vibrer à la même fréquence émotionnelle que la situation d'origine. L'émotion n'est plus un obstacle à la pensée, elle devient la matière première de l'analyse. Tout à fait. D'accord, donc le groupe devient une sorte de sismographe émotionnel. Il capte les vibrations de la situation. Mais une fois qu'on a détecté cette tension, cette tristesse ou cette impuissance, ça peut vite devenir chaotique. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? On ne peut pas juste rester assis dans la colère ambiante. Si... Non, bien sûr. Et c'est là qu'intervient ce qui est décrit comme un point de bascule crucial. C'est le moment où l'on change complètement les règles du jeu. On arrête de donner des conseils. On arrête de donner des conseils. C'est probablement le changement le plus difficile à mettre en pratique, parce que notre réflexe premier, face à quelqu'un en difficulté, c'est de proposer des solutions. Tu devrais faire ça, as-tu pensé à... On se positionne en expert extérieur. Et cette approche, inspirée d'El-Caïm, prend le contre-pied total. Au lieu de se projeter dans la situation de l'autre pour lui dire quoi faire, on revient à soi. On utilise sa propre résonance, ce qu'on ressent, comme un outil de travail. C'est le cœur du réacteur. Au lieu de dire « tu devrais », un participant va verbaliser son propre ressenti. La formulation type serait « En t'écoutant raconter ta réunion, j'ai ressenti une oppression dans la poitrine, comme si j'étais coincé. Est-ce que cela te parle dans ta relation avec ce partenaire ?» Ah oui, c'est radicalement différent. On ne dit pas « tu es coincé », ce qui serait un jugement. On dit « voilà ce que ton histoire a provoqué en moi ». On passe d'un diagnostic extérieur à un partage d'expériences intérieures. On n'offre pas une solution clé en main, mais une information brute. C'est un miroir de l'effet que la situation produit sur un autre être humain. C'est un cadeau d'une nature très différente du conseil. Un conseil peut être bon ou mauvais. Un ressenti partagé, c'est juste une nouvelle pièce du puzzle. Exactement. Cette technique, qu'on appelle l'autoréférence, offre au narrant une donnée inestimable. Ça lui permet de cartographier le champ émotionnel de sa situation. Il peut se dire « Ah, si mon histoire provoque ce sentiment d'être coincé chez mon collègue, peut-être que c'est aussi ce que ressent l'usager ou le patient, ou même l'institution avec laquelle j'interagis. » Ça ouvre des perspectives de compréhension totalement nouvelles. Ça complexifie les choses, mais dans le bon sens du terme, on va plus loin en abordant les situations dites de double contrainte. Ce sont ces impasses terribles où un professionnel est coincé entre deux ordres contradictoires. Oui, ce sont les situations les plus angoissantes. L'exemple classique, dans le secteur social ou de la santé, c'est « Je dois absolument protéger cet enfant en danger, c'est mon devoir, mais pour le faire, je dois faire un signalement, ce qui va rompre le lien de confiance avec ses parents. » Et ce lien de confiance est le seul outil pour aider la famille. Voilà. Or, ce lien de confiance est mon seul outil de travail pour aider cette famille. Quoi que l'on fasse, on perd quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas de solution et le professionnel se retrouve paralysé. Donc, le narrant est paralysé par ce dilemme. Mais comment le groupe peut-il l'aider s'il n'y a pas, par définition, pas de bonne solution à lui proposer? On ne peut pas juste lui dire « bon courage ». Quelle est l'approche face à une impasse pareille? C'est là que la magie du système opère de la manière la plus spectaculaire. Très souvent, que va-t-il se passer dans le groupe? Ça va débattre fort, j'imagine. Les participants vont se mettre à débattre avec une véhémence incroyable en se divisant en deux camps. Un premier camp va marteler « il faut absolument signaler, c'est la loi, c'est non négociable, la protection de l'enfant avant tout ». Et un second camp va répondre avec autant de force « surtout pas, si vous faites ça, vous cassez le lien et vous perdez toute chance d'intervenir, c'est contre-productif ». Le groupe se polarise, il se déchire. Et le narrant, au milieu de tout ça, assiste en direct à la mise en scène de son propre conflit intérieur. Ses collègues jouent, sans s'en rendre compte, les deux voix qui se battent dans sa tête. Et c'est là que l'animateur a un rôle absolument crucial. Il ne doit surtout pas prendre parti, ni chercher un consensus impossible. Son travail, c'est de monter d'un niveau et de mettre en lumière le processus lui-même. Il va dire quelque chose comme « Stop, regardons ce qui est en train de se passer entre nous en ce moment même. Nous sommes violemment divisés, polarisés en deux camps irréconciliables. Est-ce que cette tension que nous vivons ici ne serait pas le reflet exact de l'impasse dans laquelle se trouve notre collègue ?» Il verbalise le fait que le groupe est devenu une résonance de la situation. C'est ça. En nommant le phénomène, il permet à tout le monde de prendre de la distance. Le groupe ne subit plus le conflit, il se met à l'observer. Les participants ne sont plus des militants de la cause A ou B, ils redeviennent des analystes. Et voir son propre dilemme joué de l'extérieur doit être une expérience incroyablement libératrice pour le narrant. Ça ne résout pas le problème, mais ça le dépersonnalise, ça le rend moins écrasant.
Ça transforme une angoisse solitaire en une complexité partagée. J'imagine que ça change tout pour la personne qui anime le groupe alors. Elle ne peut plus se cacher derrière un statut d'expert qui distribue les bons points et moderne débat. Elle change complètement de casquette. Elle n'est plus l'experte qui sait, elle devient une sorte de capteur. Son premier outil de travail n'est plus son savoir théorique, mais sa propre subjectivité. Elle doit l'utiliser comme une boussole phénoménologique. C'est une jolie formule. Ça demande une énorme capacité d'introspection en temps réel, de se surveiller soi-même, d'être attentif à ses propres réactions physiques, émotionnelles, à ses pensées parasites. Il y a un exemple qui m'a vraiment interpellée à ce sujet. C'est celui où l'animateur lui-même se surprend à avoir envie de clore la séance plus tôt que prévu. Ça semble contre-intuitif, non? On attend d'un animateur qu'il soit imperturbable et engagé jusqu'au bout. Exactement. Dans une vision classique, il se dirait « je suis fatigué aujourd'hui, je manque de professionnalisme ». Dans cette approche systémique, sa première question sera « d'où vient cette envie de fuir? Est-ce que c'est juste moi, ma fatigue personnelle, ou est-ce que cette envie d'en finir vite est une résonance de la situation qu'on explore ?» Est-ce que le professionnel qui parle n'a pas lui aussi une envie folle de fuir cette situation? Précisément, de fuir cette famille ou cette situation insupportable. Et il peut même utiliser ça comme une intervention dans le groupe. En le disant à voix haute. Oui, il peut poser la question ouvertement. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une sorte d'urgence à terminer, comme une envie de m'échapper. Je me demande si ça fait écho à quelque chose de présent dans la situation. Son propre ressenti, qui pourrait être vu comme un biais, un défaut, devient un instrument de mesure, un outil d'analyse puissant. Ok, si on essaye de mettre tout ça bout à bout, on voit bien qu'on a deux philosophies presque opposées pour ce genre de groupe. Oui, c'est une véritable bascule. D'un côté, on a l'approche classique, qu'on pourrait qualifier de solutionniste. L'objectif est de trouver une solution au problème, on donne des conseils, on propose des pistes d'action. Le but, c'est que le narrant reparte avec une to-do list. Et dans ce cadre, les émotions sont souvent perçues comme un parasite qui vient brouiller la rationalité de l'analyse. C'est ça. Et dans ce modèle, on sent bien le poids qui pèse sur les épaules de celui qui raconte. C'est son problème, sa pratique, et c'est à lui de trouver la solution. Mhm. De l'autre côté, avec l'approche par la résonance, le but n'est plus du tout le même. On ne cherche plus une solution, mais à comprendre ce que la situation produit comme effet, ici et maintenant, dans le groupe. On ne donne plus de conseils, on partage des ressentis. Le tu devrais est remplacé par le je ressens. Voilà. Et du coup, l'émotion n'est plus un parasite. Elle devient l'information la plus vitale dont dispose le groupe pour comprendre la dynamique en jeu. C'est le point central. Et la conséquence la plus importante de cette bascule, c'est le déplacement de la responsabilité. Le groupe ne se contente plus de donner des conseils de l'extérieur. Il porte et transforme collectivement la charge émotionnelle du cas. Le narrant n'est plus seul avec son fardeau. Le groupe entre avec lui dans la complexité et l'aide à la métaboliser, à la digérer. C'est une forme de soutien beaucoup plus profonde et engageante. Alors, que retenir de tout ça? On voit comment un cadre théorique, qui vient à l'origine de la thérapie familiale, peut nous inviter à passer d'une analyse purement cognitive, presque mécanique, à une compréhension beaucoup plus expérientielle et incarnée des situations professionnelles. Ce qui est fascinant, c'est que l'expérience vécue par le groupe pendant la séance, l'ennui, la tension, la tristesse, la confusion, n'est plus vue comme une distraction ou un échec. Elle devient la source d'information la plus riche et la plus pertinente dont il dispose pour aider l'un de ses membres. Le comment on en parle devient aussi important, sinon plus que le quoi on en dit. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui dépasse largement le cadre professionnel. Dans nos vies de tous les jours, quand un ami, un proche nous confie un problème, quel est notre premier réflexe? Est-ce qu'on ne saute pas trop vite sur un conseil, sur un «tu devrais» ou un «il faut que»? Et si on essayait, juste pour voir, de faire un pas de côté, de partager à la place notre réaction honnête. Écoutez ça, ça me rend vraiment triste pour toi. Ou, en entendant ton histoire, je ressens une grande colère. Quel type de soutien différent, peut-être plus authentique, pourrions-nous offrir si nous nous considérions, ne serait-ce qu'un instant, non pas comme un conseiller extérieur, mais comme faisant partie d'un même système émotionnel?